Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 1. Grand 1. La France compte 3 grandes catégories pour les droites en France, dites droites raymondiennes. Les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes. Dans son livre réédité, il repassera dessus en les nommant aussi traditionalistes, libéraux et gaullistes. Puis il en ajoutera d'autres, comme la démocratie chrétienne ou encore le radicalisme. Grand 2. Il n'existe pas moins de 15 courants politiques, le dernier né, à l'époque où le livre a été écrit, étant le parti écologiste. Et de plus, on parle de famille politique, je cite, car leur composition donne un cap. Et évidemment, tout le monde ne s'entendant pas forcément en interne. Grand 3. Adolphe Thiers étant à la tête du parti orléaniste. Il se fragmentera pour rejoindre les républicains libéraux et rejoindre le parti bonapartiste qui donnera le parti nationaliste. La question sur la déchristianisation à partir du XVIIIe siècle se posa beaucoup. Grand 4. Les révolutions agricoles seront exportées par les Lumières. La dette de l'Ancien Régime devra être remboursée par la nationalisation des biens de l'Église, et l'abolition du Concordat de 1905 imposera à l'Église les principes de la République. Grand 5. L'année 1906, des premières grèves générales adviennent. La République libérale se retrouve contestée par les partisans de la République sociale. La sociale, je cite, qui était le nom de la gauche d'antan, défendait bien mieux le prolo qu'aujourd'hui. Grand 6. Les libéraux, après 1936, étendaient le travail à 60 heures par semaine. L'agrarisme, un courant politique, un parti politique, amènera par une révolution la petite propriété individuelle. Et le gaullisme, pour finir, étant la question de la survie de la nation. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Combien de droites existe-t-il ? Eh bien, la France, riche de son histoire, ne compte pas moins de trois grandes droites historiques. Les raymondiennes de l'auteur René Raymond avec les droites légitimistes, orléanistes et bonapartistes. Il requalifiera avec toujours beaucoup de force, de vigueur, pour trouver des informations dans le passé. Les noms des 3 droites dans la réédition de son œuvre en 1954 de la manière suivante: traditionalistes, libéraux et gaullistes. Il supplantera à ces 3 droites 2 autres à l'existence probable, la démocratie chrétienne et le radicalisme d'après la Libération. L'auteur dit d'ailleurs que l'agrarisme est une famille politique peu mise en avant. En citant Marc Bloch, l'auteur dit que les enfants de leurs parents sont en grande majorité la résultante de leur temps. Et quelque chose que personnellement je confirme, au vu de ce qui a été dit, les réalités d'antan sont bien souvent opposées sur nos vies. Les réalités d'aujourd'hui ne les suivons vraiment plus du tout. On a pu d'ailleurs le voir, notamment avec la représentation des JO dernièrement. On voit un petit peu comment dans cette sphère, dans cette caste, ces gens-là imaginent et pensent leur monde en tout cas, qui veulent nous imposer. Continuons.
Il existe pas moins de 15 courants politiques différents, dont le dernier né en 60-70 fut le mouvement écologiste. On parle de famille politique, car leur composition donne un cap, mais n'unit pas forcément toutes les forces en interne sur des objectifs secondaires, comme le montre l'exemple de la famille républicaine entre 1877 et 1879. Pour ceux d'entre vous qui auraient déjà entendu le nom d'Adolphe Thiers, il était à la tête du parti orléaniste, où sa fragmentation plus tard le fera rejoindre les républicains libéraux, où une autre fraction bonapartiste contribua à la naissance de la famille démocrate chrétienne. Des bonapartistes participèrent à la famille nationaliste. L'histoire de la droite comme le mal ou le bien ne s'entend que par opposition à la gauche, en tout cas politiquement. Car point de gauche, point de droite, point de droite, point de gauche. Ce que j'en ai compris dans ce premier chapitre, si on peut dire ça ainsi. Ou premier grand titre. Les 15 variantes se rangent donc dans la société française et se reflètent au travers de leurs citoyens, mais pas que. L'auteur ne peut décorréler la profusion de questions sur le régime, elle-même posée en 1789 par l'ensemble de la population à la déchristianisation amorcée depuis le XVIIIe siècle. La diffusion progressive des Lumières, jusque dans les campagnes et qui mutera progressivement, amènera des révolutions agricoles. L'édifice ecclésiastique fut ébranlé et entre autres la vie des clercs à cause de la nationalisation des biens de l'Église pour rembourser la dette colossale provenant de l'Ancien Régime. On vota l'année suivante une constitution civile du clergé qui en donnera deux irréconciliables, les jureurs et les réfractaires. Et évidemment, les combats politiques et les combats religieux furent liés durant tout le XIXe siècle, et c'est l'abolition du Concordat en 1905 qui imposa à l'Église les principes de la République. Et il y a d'ailleurs à ce sujet un très bon livre que j'ai acheté, il y a de cela à peu près 5-6 mois que je vous ferai bientôt découvrir. Pour l'instant je vous en dis pas trop. L'année 1906, où les premières tentatives de grève générale en France adviennent, nous avons la République libérale qui se retrouvait constamment contestée par les partisans de la République sociale. Et à l'aune de l'époque, je trouve quand même ça assez cocasse. Bon, bien que cela soit cocasse, les époques, comme les réalités d'antan et d'aujourd'hui, nous montrent que pour la sociale, qui était le nom donné à la gauche du XIXe siècle, que cette dernière défendait bien plus le peuple qu'aujourd'hui. Par exemple, et ce n'est pas mentionné par l'auteur, mais après 1906 jusqu'en 1936, nous remarquons que les libéraux étendaient le travail des citoyens à plus de 60 heures par semaine. Que ce soit dans les usines, dans les chantiers, dans les mines et les grandes fermes. L'ancien et le nouveau clivage droite-gauche fut marqué en 1936 par la victoire du Front populaire et de la première grande grève générale. La quatrième partie de cet ouvrage, pour aller plus loin, nous dit l'auteur montre les grands bouleversements qu'ont connus notre pays. Troisième révolution industrielle, chômage de masse, intégration dilution de la nation dans l'Union européenne ou encore fin de la guerre froide. L'auteur nous dit ainsi qu'un nouveau clivage droite-gauche sur la question sociale s'est peu à peu estompé dans la vie politique, mais aussi dans la vie tout court. Nous voyons donc deux grandes familles de droite, les libéraux et les nationalistes, et sur la question nationaliste, les gauches à se reconnaître, car évidemment, elles ne les ont pas bâties. Pour l'auteur, ce clivage droite-gauche nouveau a été imposé aux gauches, ce qui explique selon lui leur état actuel. Bon. Le fil conducteur du livre pose trois questions centrales. La première par les républicains liée à la question du régime, la deuxième par les ouvriers, donc la question sociale, et enfin la troisième par les nationalistes pour la question nationale. Alors, j'ai l'impression que l'auteur, quelque part en fait, déplore ce qui suit la question du régime. Et la question des ouvriers, ainsi que la question nationale, ne peuvent selon lui s'englober complètement dans ce qui nous arrive dans nos vies. C'est-à-dire entre autres la décolonisation, la jeunesse et l'école, la démographie, ou encore le rapport à la vie et à la mort, mais aussi la dégradation accélérée de la planète sous l'effet de l'industrialisation, ou encore du rapport ville de campagne. Du rapport ville et ville de campagne. Tout ce qui a pu nous arriver en partie est né d'un parti politique dans les années 1920, au moment même où le nombre de citadins dépassa pour la première fois dans l'histoire du pays celui des ruraux, où ceux-ci y sortit, affaiblis de la Grande Guerre, collectivement conscients que se profilait la mort des campagnes, telles qu'elles s'étaient réorganisées depuis la Révolution autour de la petite propriété
individuel que nomme l'auteur, le parti non politique, l'agrarisme. Et donc, comme je vous le disais, c'est un parti politique, mais rural. Le gaullisme, dit l'auteur, surgit de la débâcle qu'on se posa sur la façon la plus radicale qu'on put imaginer la question de la survie de la nation. Voilà. Vous pouvez retrouver le résumé synthèse que je viens de vous faire en lien dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre et à bientôt sur mes lectures.